Caterina Bandini, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier au nom de la chaire Yves Ultramar d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui, on va revenir sur votre parcours ainsi que sur votre tout récent ouvrage Une cause sacrée, religion, décolonisation et mobilisation pour la paix en Israël-Palestine. Donc, pour rappel, vous êtes docteur en sociologie à l'EHESS et enseignante-chercheuse à l'Université de Lille et au CERAPS. Vos travaux, ils offrent un regard nouveau sur les perspectives de paix et de décolonisation en Israël-Palestine à travers le prisme des mobilisations religieuses. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire quelques mots sur votre parcours et notamment sur ce qui vous a amené à travailler sur les mobilisations religieuses pour la paix en Israël-Palestine? Comment est-ce que justement cet objet s'est imposé dans votre trajectoire de recherche? Cet objet, il est, comme tout objet de recherche, lié aussi à mon histoire personnelle. Ça, c'est très classique en sciences sociales. Donc, d'abord, pour ce qui est de ma trajectoire personnelle, moi, je suis arabisante de formation avant de faire des études de sociologie. Et je suis partie pour la première fois en Palestine, plutôt dans un cadre militant, dans une association italienne. Qui a un projet dans les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie de protection, accompagnement et solidarité avec la population palestinienne locale qui est attaquée violemment par les colons et qui est sujette à l'occupation militaire israélienne. Et donc en fait, la manière dont je raconte cette histoire aujourd'hui avec le recul, c'est que du coup je suis partie avec cette association italienne qui est laïque, mais qui est quand même très ancrée dans le milieu catholique de gauche en Italie. Et du coup j'ai fait la rencontre non seulement de la Palestine et des Palestiniens et des Palestiniennes, mais aussi de ces Italiens et Italiennes de ma génération qui partageaient mes convictions politiques, mais qui avaient aussi ces croyances et pratiques religieuses. Et ça m'a beaucoup intéressée et ça m'a donné envie d'étudier la manière dont on peut tenir ensemble des croyances et des pratiques religieuses, somme toute assez traditionnelles, dans ce cas-là catholiques, avec des engagements militants que l'on peut qualifier de progressistes. Donc ça, c'est mes premiers travaux de master. Ils portent sur le militantisme catholique de solidarité internationale avec la Palestine. Et puis après, pour ma thèse, j'ai décidé d'élargir et d'étudier plutôt des mouvements qui existent localement, palestiniens et israéliens. Et ça, c'est le travail dont est issu le livre. Mais deuxièmement, donc, il y a aussi une trajectoire intellectuelle et scientifique qui vient du fait que je ressentais quand même, en lisant sur la question, une certaine insatisfaction vis-à-vis du traitement médiatique, mais aussi académique, des liens entre religion et politique, comme si ces liens-là pouvaient être étudiés exclusivement au prisme de mouvements plutôt réactionnaires, conservateurs, ou alors qui pratiquent la violence politique. Et du coup, j'ai voulu, dans cette recherche, faire un pas de côté et partir d'un autre constat qui est celui de dire, en réalité, il n'y a pas de message politique précis qui serait inscrit dans une tradition religieuse donnée. Voilà, le catholicisme n'est pas plus pacifiste que l'islam, le judaïsme pas plus vertueux que le catholicisme, enfin, tout ça n'a aucun sens. Mais du coup, de développer plutôt des outils pour avoir une analyse plus fine de ce langage religieux, de ces usages ambivalents dans le militantisme, dans l'engagement militant, suivant les pistes ouvertes, entre autres, par Pierre Bourdieu et Talal Assad. Merci. Dans un podcast publié par votre maison d'édition Cartala, vous expliquez que vous n'aviez pas prévu d'interroger des colons israéliens en raison de vos convictions politiques et de votre engagement militant, et que cette partie de l'enquête s'est finalement un peu imposée par hasard. Donc, quels ont été les principaux défis méthodologiques et enjeux de positionnalité liés à cette évolution du terrain, notamment le fait de conduire des enquêtes auprès d'acteurs situés des deux côtés du conflit? Alors, je n'avais pas prévu d'enquêter dans ce milieu, surtout parce que j'en ignorais complètement l'existence. Il s'agit de groupes très récents qui existent depuis une dizaine d'années, qui sont minoritaires, qui sont très paradoxaux, puisque on considère communément que les colonies de Cisjordanie sont l'obstacle principal à tout accord de paix, à toute solution politique du conflit en Israël-Palestine. Et j'ai découvert l'existence de ces groupes complètement par hasard, par une connaissance à Jérusalem, au tout début de mon terrain de thèse, qui, en fait, quand elle a entendu le sujet de ma recherche, m'a parlé de l'un de ces groupes
ces groupes qui rentrent tout à fait dans le cadre de ma démarche d'enquête et de mon objet de recherche, puisqu'ils se revendiquent du sionisme religieux, en tout cas du côté des colons, et en même temps militants pour la paix. Donc il y a ce paradoxe. Ensuite, il y a des questions, des défis éthiques et politiques posés par ce terrain, mais qui ne sont pas propres à ce terrain, qui sont propres à tout terrain qu'on pourrait qualifier de hostile. Et donc là, pour moi, ça a été très important de me référer aux travaux de Martina Vanza, qui justement a travaillé sur la Ligue du Nord, un parti xénophobe italien, et qui s'interroge sur comment on peut faire de l'ethnographie quand on n'aime pas ses indigènes, entre guillemets. Alors, donc les questions qui se posaient pour moi, c'était justement, est-ce que s'intéresser à ces groupes signifie les cautionner? Est-ce qu'on normalise l'existence des colonies tout simplement parce qu'on s'y rend? Comment garder son calme quand on reçoit des propos avec lesquels on est en désaccord, ou pire, quand on est pris à partie? Comment jongler entre enquêtés palestiniens et israéliens dans ce milieu, et comment développer finalement une forme d'empathie vis-à-vis de ces enquêtés, malgré tout, puisque sans empathie, c'est un peu difficile de faire de l'ethnographie. Donc j'ai réussi à la fin, je dirais, à arriver à un compromis qui est vraiment similaire à celui que décrit Martina Vanza dans ses travaux, c'est-à-dire au moins prendre au sérieux ces enquêtés, ici, dans ce que j'appelle leur subjectivité minoritaire, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, et donc considérer que vraiment, ils sont à la fois des sionistes religieux engagés dans un projet de colonisation, mais comprendre pourquoi ils se perçoivent aussi également comme des militants pour la paix. Et le seul problème non résolu, je dirais, de cette histoire, c'est la question de la restitution. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment cherché l'occasion de restituer mes enquêtes à ces personnes, aux colons, puisque je pense que beaucoup d'entre eux auraient du mal avec mon analyse, alors que cette restitution a été beaucoup plus facile dans les autres milieux dans lesquels j'ai enquêté. Donc finalement, ça a été un terrain difficile pour des raisons personnelles, mais pas tellement pour des raisons d'accès, puisque j'ai été très bien reçue dans ce milieu, puisque j'ai pu changer en quelque sorte de casquette quand je devais parler avec des Palestiniens ou avec des Israéliens, en négociant continuellement en quelque sorte ma présentation de moi, ma position, mes alliances, etc. Et sans perdre le contact finalement avec une partie ou avec l'autre, puisque en réalité les deux parties sont plutôt honnêtes entre elles, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que colons et Palestiniens engagés dans ces groupes savent pertinemment qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, et ils l'acceptent, ce qui leur permet aussi parfois, en tout cas, de poser certaines questions qui fâchent. Mais voilà, une autre difficulté de ce terrain, c'est, je disais, la restitution auprès des enquêtés, mais aussi la diffusion. Je vois très bien que maintenant, avec la promotion du livre, c'est certainement la partie de ce travail qui est la plus difficile à recevoir par le public, par le lectorat et dans le monde universitaire. Et en fait, enfin, cette question du terrain des deux côtés, pour le coup, elle dépasse largement la question d'avoir fait du terrain dans les colonies, mais c'est plus largement le choix méthodologique d'avoir enquêté en même temps côté israélien et côté palestinien, qui est un choix encore rare dans le monde académique, en tout cas français, et largement inconfortable. Pour tout un tas, ça demeure rare pour tout un tas de raisons que je considère aussi valables. On a besoin de personnes qui soient des spécialistes de la société palestinienne et de la société israélienne, mais je pense qu'on a besoin aussi de travaux comme le mien qui s'intéressent aux interactions entre les deux. Merci, on va revenir sur ce concept des subjectivités minoritaires que vous venez d'évoquer. C'est un concept clé du livre qui revient très régulièrement, qui permet de mieux comprendre les formes d'engagement. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept
Et dans un second temps, afin de pouvoir illustrer la valeur analytique concrète de ce concept sur le terrain, de quelle manière est-ce que l'engagement dans ce que vous appelez l'espace des organisations religieuses pour la paix, est-ce qu'il permet aux militants d'obtenir des gains tels que des permis d'entrée en Israël ou des opportunités professionnelles, et comment est-ce que ces rétributions, est-ce qu'elles affectent le mouvement en lui-même? Alors, les mobilisations que j'ai étudiées suscitent un profond scepticisme dans les milieux séculés, en Palestine et Israël. Mais ce qui m'intéresse, et c'est sur ça que j'ai mis l'accent, c'est qu'elles suscitent un profond scepticisme, surtout vis-à-vis de leur communauté religieuse d'appartenance, au sein de laquelle mes enquêtés adoptent une posture de minorité critique. Donc les Palestiniens chrétiens se positionnent vis-à-vis du sionisme chrétien, qui est certes pas hégémonique à l'échelle mondiale, mais qui est très puissant, surtout sur en fait, la politique étrangère de pays tiers à l'égard d'Israël, et évidemment tout d'abord de la politique états-unienne. Puis les juifs non orthodoxes qui sont engagés dans des mobilisations pour les droits humains et contre l'occupation, ils sont minoritaires et discriminés en Israël, où l'orthodoxie est hégémonique et dominante. Et enfin, ces groupes de dialogue entre Palestiniens et colons, les colons, ils sont dans une position minoritaire vis-à-vis de la majorité de la société des colonies, qui ne cautionne pas ces activités de dialogue, et les Palestiniens musulmans, majoritairement musulmans, qui s'engagent dans ces activités, le sont vis-à-vis de la société palestinienne de Cisjordanie, où leur engagement est largement critiqué et donc le plus souvent dissimulé aussi. Donc ma thèse est que ces différents groupes constituent chacun à leur échelle des minorités cognitives au sein de leurs différentes communautés textuelles. Donc ça, c'est pas un concept que j'ai forgé, c'est un concept d'un sociologue des religions qui s'appelle Peter Berger, qui dit qu'une minorité cognitive est un groupe formé autour d'un corps de connaissances déviantes. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque ces différents groupes et acteurs cherchent tous à réinterpréter en fait les textes sacrés, les textes de leur tradition, pour donner une interprétation qui soit contextuelle, alternative, en lien avec leurs engagements. Ce concept, en revanche, de subjectivité minoritaire que je mobilise, moi, dans le livre, il permet, il me semble, d'expliquer dans une perspective relationnelle qui est dénuée de toute considération statistique, puisque je ne parle pas de minorité au sens numérique, mais vraiment au sens d'une sociologie politique de la minorité. Il permet d'expliquer la position et l'action de groupes minoritaires qui peuvent être dominants par ailleurs, et c'est le cas notamment de ces enquêtés juifs israéliens, de part et d'autre d'ailleurs de la ligne verte, donc au sein des frontières de l'État d'Israël et dans les colonies de Cisjordanie, puisque ces acteurs cherchent à s'approprier le pouvoir de définir leur identité à partir d'un rapport minoritaire à l'identité religieuse, nationale, voire ethnique, tout en occupant une relation de pouvoir, une position de pouvoir dans la relation de domination coloniale. Donc cette question des rétributions est liée à cette notion de subjectivité minoritaire, puisque ces acteurs obtiennent des gains matériels grâce à leur engagement, auxquels ils n'auraient pas accès autrement du fait de cette position minoritaire, qui est donc à la fois subjective, dans le sens où c'est un sentiment d'appartenance, et puis aussi objective, en tout cas pour certains. Donc c'est vrai notamment pour ces juifs et juives non orthodoxes qui n'auraient pas de place sur le marché religieux en Israël autrement que par l'engagement et l'emploi aussi souvent salarié dans des ONG de droits humains. Et c'est vrai aussi, comme vous le disiez, pour ces Palestiniens de Cisjordanie qui obtiennent des rétributions matérielles du fait de leur engagement dans le dialogue avec des colons. Il y a aussi des rétributions symboliques. Moi, j'ai décidé de me focaliser sur la matérialité de cet engagement, mais sans qu'il y ait de malentendus de ma part. C'est-à-dire que ces rétributions, elles sont propres à toute forme d'engagement militant. Ça ne débouche pas pour autant chez moi sur une analyse utilitariste, c'est-à-dire que les acteurs et actrices ne s'engagent pas que
pour ses gains, ce n'est pas du tout ce que je dis, et il y a une temporalité de ces rétributions qui est changeante, d'où l'intérêt en fait de réfléchir en termes de carrière militante, de séquencer l'engagement et de mettre l'accent sur ici la spécificité du contexte colonial. Donc il n'y a aucun jugement de valeur de ma part en disant que les Palestiniens de Cisjordanie tirent évidemment des bénéfices du fait de s'engager auprès des colons. Justement, du fait de la spécificité du conflit colonial, comment le fait de remettre la question coloniale au centre de l'analyse et non plus de la considérer comme une simple dimension du conflit, permet-il de dépasser le clivage historique entre les études palestiniennes et les études israéliennes et de donner une autre portée à votre analyse? Et si vous pouvez aussi nous parler des recompositions identitaires que cela génère, comme la notion de la décolonisation de l'identité chrétienne aux Juifs, et comment cette notion peut être abordée différemment à l'intérieur de la société israélienne notamment. Oui, alors ça c'est un point essentiel pour moi, c'est-à-dire que pour moi cette grille de lecture qui est celle qui a été développée par ce qu'on appelle les études sur le colonialisme de peuplement, c'est une grille de lecture sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse pour comprendre à la fois le passé et le présent des espaces israélo-palestiniens, même si comme tout paradigme, il faut en avoir une approche critique et aussi en mettre en évidence les éventuels angles morts. Mais ce prisme-là, il permet sans aucun doute d'expliquer les phénomènes que j'ai observés sur le terrain, dont précisément cette question des rétributions, entre autres, et de dépasser toute une littérature sur religion et politique, mais surtout sur religion et dialogue, religion et paix en Palestine-Israël, qui est très largement normative et apologétique. Alors que grâce à cette grille de lecture-là, je pense qu'on peut avoir un regard beaucoup plus critique sur ces mobilisations. Ça permet de décloisonner, je dirais, plutôt les études palestiniennes et les études israéliennes critiques, puisque si on mobilise cette grille de lecture-là, qui considère qu'il y a une situation coloniale en Palestine et Israël depuis le début de l'entreprise sioniste, et que le sionisme est à la fois un mouvement national et colonial, de colonisation de peuplement, on ne pourra jamais se réconcilier avec l'historiographie sioniste, mais ça permet par contre de créer un pont et un dialogue qui me paraît absolument nécessaire et fructueux entre les études palestiniennes et les études israéliennes critiques. Pour ce qui est de cette histoire de décolonisation, ce que j'étudie dans le livre, c'est une forme de décolonisation vraiment symbolique, qui passe, comme je le disais tout à l'heure, par la contextualisation, la réinterprétation des textes sacrés. Alors pour les Palestiniens chrétiens, il s'agit essentiellement d'épurer l'Ancien Testament, de tout ce que les sionismes à la fois chrétiens et juifs y ont apporté, mais aussi de promouvoir une identité palestinienne chrétienne détachée de l'héritage missionnaire en Palestine. Donc ça passe par la promotion d'une éducation chrétienne non sioniste, alors que dans la plupart des écoles missionnaires, on a pu diffuser en fait les idées du sionisme chrétien, par une pratique religieuse qui soit davantage ancrée dans les traditions et dans la liturgie orientale, et non pas des propres églises missionnaires. Or, comme le montre dans un tout autre cas, dans le cas du christianisme congolais, Valentin Yves Mudimbe, la conflictualité et l'ambiguïté sont constitutives du rapport du sujet colonisé converti au christianisme et missionnaire. Donc l'émancipation finalement aussi toujours entre le mode de la rupture de cet héritage missionnaire et celui de la rupture avec cet héritage missionnaire et celui de la reprise de ce même héritage. Donc ce que je montre dans le livre, c'est que s'il y a une ambiguïté des catégories, il y a bien une ambiguïté aussi de cette catégorie de décolonisation à laquelle, y compris les colons que j'ai étudiés, se réfèrent parfois, ce qui est complètement paradoxal. Et cette ambivalence, à mon sens, est rendue possible précisément par ce langage religieux, qui est donc plastique, comme je le disais tout à l'heure, capable de traduire des messages politiques extrêmement différents, voire opposés, et que finalement on voit par exemple la manière dont ces colons mobilisent la théorie postcoloniale, ça s'apparente plutôt à un phénomène qu'on peut qualifier de redwashing, donc la volonté de s'auto-indigéniser, de se donner une légitimité par rapport à la terre. Ça passe par des discours aussi sur la nécessité de désoccidentaliser le judaïsme.
pour le réinscrire à nouveau dans l'histoire et dans la société moyen-orientale. Donc évidemment, ce que je dis là, c'est que c'est une décolonisation symbolique. Donc ça reste du déclaratif, ça reste de la production intellectuelle et de discours, mais ça complexifie néanmoins, il me semble, la généalogie et les usages de cette catégorie de décolonisation, sans oublier que la décolonisation est avant tout, comme le rappellent Yves Tak et Wayne Yang, la restitution de la terre et de la vie autochtone, et donc l'établissement d'une souveraineté autochtone. Donc là, on est dans un tout autre niveau, si vous voulez, de discours et d'interprétation de cette notion. On va maintenant s'intéresser à la fin de votre ouvrage, dans lequel vous révélez l'existence de différents projets de paix proposés par les acteurs religieux. Mais si on s'intéresse à cette idée de paix, parce qu'on a le sentiment que les acteurs n'ont pas forcément la même conception, la même définition de la paix, et ça peut avoir des effets tangibles sur les projets politiques qui sont proposés. Vous soulignez souvent que les discours des acteurs sont ambivalents. Certaines populations, comme les colons en Cisjordanie par exemple, se disent prêts au dialogue, alors que leur conception de la paix ne repose pas sur un projet politique garantissant l'égalité des droits. Alors comment est-ce que vous interprétez cette tension entre discours d'ouverture d'un côté et maintien d'un projet inégalitaire de l'autre ? Alors d'abord, il faut dire qu'il y a tout un vaste spectre de solutions politiques envisagées par les acteurs et actrices que j'ai interrogés. Dans la thèse, je faisais une grande place aussi aux solutions dites classiques, un État binational de tous ses citoyens, ou la solution dite à deux États, alors que dans le livre, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui me paraît une contribution plus originale au débat, à savoir des solutions alternatives, entre guillemets, et notamment le projet de fédération et celui de confédération. Les deux ont en réalité une généalogie très ancienne sur laquelle je reviens dans le livre, mais effectivement on peut diviser en deux positionnements principaux. On a d'un côté un modèle fédéral qui se dote d'une étiquette plus égalitaire, mais qui finalement masque des visées annexionnistes et d'extension de la souveraineté israélienne à l'ensemble du territoire entre la mer et le Jourdain, donc avec cette division en cantons. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose qui rappelle plutôt les Bantoustans d'Afrique du Sud pendant l'apartheid qu'une société véritablement démocratique, puisque aux Palestiniens, on reconnaîtrait que les droits individuels et non pas les droits collectifs, nationaux. Donc cette idée, je l'ai entendue le plus souvent du côté effectivement de ces groupes de colons, même si je dois dire que même dans ce milieu, il s'agit d'une minorité de personnes quand même qui la soutient. Comment expliquer cette tension entre discours d'ouverture et maintien d'un projet inégalitaire? Encore une fois, pour moi, cela renvoie à la plasticité intrinsèque de cette notion de paix. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Donald Trump parle de paix, Benjamin Netanyahu parle de paix, donc en fait, cette notion, elle peut vraiment recouvrir un peu tout et n'importe quoi. L'ouverture s'explique, elle, par une volonté de pacifier les relations avec la population autochtone. C'est là le principe même du redwashing. Dans les situations de colonisation de peuplement, finalement, les colons se sont souvent, dans d'autres contextes aussi que le contexte palestinien, rendus compte que s'ils voulaient être acceptés et reconnus comme population autochtone, il fallait qu'ils le soient d'abord par la population autochtone, la population véritablement autochtone, j'ai envie de dire. Donc, puisqu'on est dans ce genre de configuration qui s'apparente plutôt à du redwashing, en fait, cette ouverture vers l'autre n'implique pas forcément de reconnaître à l'autre l'égalité des droits. Et d'autre part, ce que j'explique dans ce chapitre, c'est qu'il y a un modèle confédéral qui est aujourd'hui principalement porté par une ONG qui s'appelle Land for All, Two States, One Homeland, où il y a un élément qui est susceptible de parler aussi, en tout cas en partie, à des personnes religieuses, qui est cette idée d'indivisibilité de la terre et de reconnaissance mutuelle. Donc là, par exemple, on est sur un projet de confédération avec deux États,
mais avec liberté de mouvement, de circulation entre la mer et le Jourdain, la possibilité pour les deux peuples de vivre là où ils veulent, donc par exemple pour des Juifs de vivre en tant que résidents juifs de l'État de Palestine en Cisjordanie et vice-versa évidemment. Il y a la reconnaissance du droit et la mise en œuvre du droit au retour des Palestiniens. Et puis évidemment donc la création de certaines structures confédérales pour la gestion de tout un tas d'affaires comme les ressources naturelles ou les questions économiques, etc. Donc c'est un projet qui est aussi très critiqué et critiquable à bien des égards, mais qui est certainement plus égalitaire que celui que je viens de décrire de fédération et qui rassemble en tout cas aussi une partie de ces colons que j'ai pu rencontrer. Et pour finir, au fil de vos entretiens et de vos années de terrain, avez-vous observé une évolution notable dans les pensées, dans les représentations ou encore dans les dynamiques militantes des différents acteurs religieux engagés pour la paix ? Il y a eu quelques évolutions, oui. Donc, par exemple, il y a toute une nouvelle génération de théologiens et théologiennes palestiniens chrétiens qui s'engagent dans un mouvement de décolonisation même de la théologie de la libération palestinienne, en disant que ce mouvement s'est trop longtemps construit dans l'opposition avec le sionisme chrétien et du coup s'est adressé principalement aux sionistes chrétiens en Occident, puis à l'Occident de manière générale, avec des publications et des engagements essentiellement en anglais et essentiellement adressés donc à cette communauté chrétienne internationale, alors que pour elles et eux, il est plus important de s'adresser aujourd'hui à la communauté palestinienne chrétienne et donc déjà en arabe, donc ils publient plus en arabe qu'en anglais, et puis de s'attaquer aussi à d'autres formes de domination qui dépassent le cadre de cette opposition avec le sionisme chrétien aux juifs. Mais par exemple, ils s'attaquent aussi à la question de l'islamophobie chez les Palestiniens chrétiens, aux rapports sociaux de genre, à la domination de genre, etc. Il y a aussi des phénomènes de désengagement et de réorganisation au sein des ONG religieuses juives que j'ai étudiées pour les droits humains. Et enfin, il y a aussi un certain agrandissement quand même de ce tout petit milieu du dialogue entre colons et palestiniens qui est aujourd'hui, je dirais, plus structuré, plus visible qu'au début de mes enquêtes. Mais tout ça, c'est des évolutions pré-7 octobre. Depuis, comme je le dis dans la conclusion du livre, il est, à mon sens, impossible de prédire les effets du génocide sur l'évolution de ces mobilisations et puis sur le sens même des catégories religieuses, puisque cet événement-là, il est d'une ampleur telle qui va hanter les générations futures. Donc il me semble qu'il est trop tôt encore pour en fournir une analyse, en tout cas du point de vue des sciences sociales. Ce qui est sûr, c'est que ces acteurs et actrices continuent dans leurs engagements et qu'il y a eu quelques évolutions très récentes et en partie étonnantes. Donc, par exemple, il y a eu tout récemment, le 14 novembre, une publication de l'ensemble des églises palestiniennes pour condamner le génocide. Il y a eu une évolution aussi notable du côté d'un mouvement qui est né début 2023 en Israël qui s'appelle la gauche religieuse, où aujourd'hui vous avez des groupes extrêmement différents, des orthodoxes, des ultra-orthodoxes, des juifs réformés, etc., qui se rassemblent sous cette houlette de ce mouvement, la gauche religieuse. Vous avez une association comme une ONG comme les Rabbins pour les droits humains, qui est quand même une organisation sioniste, rappelons-le, que j'ai étudiée dans le livre, qui a fait l'objet des attaques les plus violentes dans son histoire, là récemment. Et vous avez enfin des nouvelles alliances qui se forment, par exemple, entre une organisation palestinienne chrétienne et cette ONG, les Rabbins pour les droits humains, pour essayer d'ouvrir en fait des pistes de dialogue dans une situation qui est plus désespérée que jamais.